Imaginons un instant une situation qui a l'air complètement absurde, mais qui est pourtant bien réelle. Ouais, le genre de situation où quelqu'un se retrouve soudainement bloqué. Exactement, bloqué, incapable d'accéder à un filet de sécurité sociale vital, puis c'est pas parce que cette personne-là remplit pas les critères légaux, non. Non, c'est simplement parce qu'un algorithme gouvernemental a silencieusement décidé que son profil de vie cadrait pas dans un menu déroulant, mettons. Ou bien parce qu'un formulaire numérique en ligne exigeait un document qui est juste impossible à fournir. C'est vraiment une déconnexion brutale entre la théorie du droit, tu sais, ce que la loi dit, puis la pratique administrative. La loi dit que le droit existe, mais la machine de l'État s'assure qu'il est quasiment impossible à réclamer. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Le concept est super simple. On prend une pile de sources complexes, des rapports de recherche, des données brutes, des analyses juridiques, puis on en extrait les éléments les plus percutants pour bien comprendre un enjeu de fond. Je suis prête. On s'attaque à quoi aujourd'hui? Notre mission, c'est d'analyser la crise de la démocratie contemporaine, mais sous un angle strictement juridique. On va se concentrer sur l'effondrement silencieux de l'État-providence en Belgique. Ah, c'est un sujet fascinant. Puis nos sources aujourd'hui sont d'une précision vraiment chirurgicale. On parle des modélisations de pointe des projets fédéraux belges Take Active et Belmode, du nouvel indicateur ISAD 2025 et aussi des conclusions très formelles du Conseil de l'Europe via son groupe anticorruption, le GRECO. C'est que l'idée, c'est de comprendre les mécanismes par lesquels un État moderne réussit à fabriquer en toute légalité l'exclusion de ses propres citoyens. C'est ça. Transformer l'incapacité d'accéder à ses droits, ce qu'on appelle le non-recours, en un véritable outil de dépossession démocratique. Avant de plonger là-dedans, je veux juste faire une petite mise en garde importante. On va aborder les réformes récentes du gouvernement belge, la fameuse coalition qu'ils appellent Arizona. Il faut que ce soit super clair pour les gens qui nous écoutent. On prend absolument aucune position pour ou contre ces mesures politiques. Absolument aucune. Notre objectif ici, c'est vraiment d'exposer objectivement la nature de ces réformes budgétaires, puis d'analyser factuellement leurs répercussions juridiques sur les citoyens, tel que c'est documenté dans nos sources. Voilà. Fait que pour comprendre comment cette faille monumentale opère sur le terrain, nos sources nous disent qu'il faut d'abord lever les yeux vers le sommet de la pyramide. Il faut regarder la structure même du pouvoir en Belgique. Puis c'est là que ça accroche sérieusement avec leur constitution. Tellement. L'article 42 stipule super clairement que les élus parlementaires doivent agir en toute indépendance pour représenter la nation. Mais la réalité juridique, elle semble être à des années-lumière de ce principe-là. Ouais, la littérature juridique montre que l'article 42 aujourd'hui, c'est virtuellement lettre morte. Le pouvoir législatif a été complètement absorbé par ce qu'on appelle la particratie. La particratie. Ouais, le pouvoir des partis. Puis aussi par le KERN, c'est-à-dire le Conseil des ministres restreints. Dans ce système-là, la discipline de vote au Parlement atteint des sommets étourdissants. On parle souvent de plus de 99 % d'obéissance. Wow, 99 %. Exact. Le parlementaire débat plus vraiment. Il fait juste valider une décision qui a déjà été prise à huis clos par les présidents des partis politiques. C'est comme si le Parlement n'était qu'une simple chambre d'enregistrement. Mais il y a un détail qui m'a vraiment fait sursauter dans nos documents, c'est le statut légal des partis politiques belges. Ah oui, c'est l'anomalie institutionnelle par excellence. On parle d'entités qui gèrent littéralement les leviers de l'État, qui brassent des millions d'euros, mais qui, juridiquement, opèrent comme de simples associations de faits. Comment c'est possible? C'est fascinant, hein? Une association de faits en droit, ça veut dire qu'il n'y a pas de personnalité juridique distincte. C'est littéralement le même statut qu'un groupe d'amis qui se réunit pour organiser un tournoi de balle molle le week-end. Attends, sérieux? Le même statut qu'une ligue de garage? Exactement. Puis en n'ayant pas de personnalité juridique formelle, les partis se créent une carapace incroyable. On peut pas les poursuivre en justice en tant qu'entité constituée, on peut pas saisir leur patrimoine comme on le ferait pour une entreprise, puis ils échappent à une tonne d'obligations de transparence financière. Si on essaie de mettre ça en perspective avec une analogie pour bien comprendre, c'est comme essayer de gérer une immense tour à condo. Le conseil d'administration officiel, mettons le Parlement, organise des réunions publiques, signe des papiers, mais c'est juste une façade. C'est ça, la vraie game se joue ailleurs. Les vraies décisions, genre les augmentations de frais de condo ou les gros contrats d'entretien, tout ça se décide en secret dans le sous-sol par un syndicat de l'ombre. Puis le pire, c'est que si ce syndicat-là commet une faute grave, les résidents peuvent même pas le poursuivre en cours, parce que sur papier, le syndicat n'existe pas. L'image est parfaite, ça illustre vraiment le mécanisme de contournement.
Puis cette opacité-là, elle passe plus inaperçue au niveau international. Non, le GERECO les a à l'œil. Absolument. Les rapports de décembre 2025 du GERECO sont super explicites. Ils documentent une absence flagrante de règles pour gérer les conflits d'intérêts ou ce qu'on appelle les portes tournantes, le passage direct du public au privé. Oui, le fameux pantouflage. Exact. Il pointe aussi le fait que les parlementaires ne sont pas obligés de déclarer publiquement leur patrimoine. Et il y a aussi une hypertrophie des cabinets ministériels. Au lieu d'embaucher par concours dans la fonction publique, on recrute une armée de conseillers sur la base de la loyauté politique. Ce qui dilue complètement la responsabilité des fonctionnaires réguliers. Puis quand on superpose cette opacité-là avec le fameux millefeuille institutionnel belge, les régions, les communautés, le gouvernement fédéral, mais on obtient une paralysie décisionnelle majeure. Genre les 600 jours sans gouvernement fonctionnel à Bruxelles après les élections de 2024. C'est ça. Mais le vrai problème, c'est que cette paralysie-là au sommet, c'est pas juste un jeu politique sans conséquences. Quand l'appareil d'État est aussi opaque puis complexe, ça crée des ondes de choc dévastatrices, à la base, pour les citoyens. Ce qui nous amène vraiment au cœur de notre sujet, la fabrique du non-recours. Oui, le non-recours. Juste pour clarifier, le non-recours, c'est le moment où une personne qui a légalement droit à une aide sociale ne la reçoit pas. Historiquement, l'administration traitait ça un peu comme un dommage collatéral. C'est-à-dire? L'idée reçue, c'était que si la personne ne touchait pas son chèque, c'était un peu de sa faute. Un formulaire mal rempli, de la paresse, un manque d'effort. Mais la recherche actuelle, surtout l'indicateur ISAD 2025, demande de requalifier ça complètement. C'est plus une simple erreur. C'est quoi alors? C'est une ineffectivité des droits. C'est une violence institutionnelle. La charge de l'accessibilité doit incomber à l'État, pas aux citoyens vulnérables. Puis pour mesurer l'ampleur de cette fracture-là, les chercheurs ont mis au point des outils technologiques assez fous. Je pense aux projets fédéraux Take puis Bellmode. Mais comment ces modèles-là font pour trouver des gens qui, par définition, apparaissent pas dans les registres d'aide? C'est comme chercher des fantômes. C'est là toute l'ingéniosité des modèles de micro-simulation. Prends Bellmode, par exemple. Le modèle prend les bases de données fiscales de toute la population, donc les déclarations de revenus, puis applique par-dessus les règles hyper complexes de la sécurité sociale. Ah, je vois. Fait que le modèle génère une carte théorique de tous les gens qui devraient recevoir une aide. Ensuite, on croise cette carte-là avec les données réelles des paiements de l'État. Puis la différence entre les deux, c'est le non-recours. C'est là qu'on trouve les fantômes administratifs. Et les chiffres qui sortent de là donnent le vertige. On parle de taux de non-recours qui oscillent entre 43 puis 46 % pour le revenu d'intégration sociale, le RIS. C'est énorme. Presque la moitié des gens qui ont besoin du filet de sécurité ultime passent à travers les mailles. Puis pour des aides spécifiques comme l'allocation de chauffage, ça grimpe à 88 % chez certaines tranches de la population. Oui, 88 %. C'est un échec systémique. Mais le chiffre qui soulève le plus de questions sur la mécanique de l'exclusion, je trouve, c'est le 66 % de non-recours pour les personnes souffrant de handicap psychique. Ah, ce chiffre-là révèle tellement l'inadéquation de la machinerie administrative. Pour évaluer un handicap, l'administration utilise des grilles biomécaniques super rigides. L'outil demande si la personne peut lever les bras, marcher une certaine distance ou faire des tâches répétitives. Mais l'autisme sévère ou une dépression clinique majeure, ça ne se mesure pas avec un ruban mesuré. Exactement. L'état de la personne fluctue d'une semaine à l'autre. Mais le formulaire exige des preuves linéaires pour des maladies qui ne le sont pas du tout. Le résultat, c'est que le système rejette la demande. Pas parce que la personne est apte au travail, mais juste parce que son inaptitude ne rentre pas dans la taxonomie de l'ordinateur. Là-dessus, j'ai une question de relance. On nous vend tout le temps la numérisation des services gouvernementaux comme l'outil ultime de simplification, le Digital by Default. Comment l'administration réussit-elle à transformer un portail web en un mur d'exclusion légale? L'efficacité numérique, ça se transforme en violence quand ça supprime le droit à la médiation humaine. Le problème du tout numérique, c'est que ça présuppose un citoyen idéal. Quelqu'un avec une bonne connexion Internet, un lecteur de carte d'identité, puis des compétences informatiques. Ce qui est loin d'être la réalité pour tout le monde. Vraiment loin. Nos sources rappellent que 40 % de la population belge a des compétences numériques faibles ou même inexistantes. En fermant les guichets physiques pour économiser de l'argent, l'administration monte un mur. Si un dossier est complexe, il n'y a plus de travailleur social au comptoir pour comprendre la nuance. Et quand on analyse ça de plus près, on réalise que les algorithmes ne servent pas juste à trier des formulaires, ils servent aussi à surveiller. Les documents de l'ONU utilisent un terme assez frappant pour décrire cette utilisation punitive de la technologie, le pauvretisme.
Le pauvretisme, ou povertism en anglais, c'est l'utilisation d'algorithmes prédictifs pour traquer la fraude sociale de manière complètement disproportionnée chez les plus démunis. On l'a vu aux Pays-Bas avec le scandale du système Siri, puis la logique s'infiltre en Belgique. Comment ça fonctionne au juste? L'algorithme croise plein de bases de données, la consommation d'eau, les adresses, les factures d'électricité, pour détecter des soi-disant anomalies chez les bénéficiaires d'aide sociale. Le fardeau de la preuve est inversé. Tu veux dire que le citoyen est présumé coupable? C'est en plein ça. Le citoyen précaire est présumé coupable d'une irrégularité, puis il doit se justifier face à une décision algorithmique super opaque. S'il n'y arrive pas, on lui coupe les vivres du jour au lendemain. Ce qui doit créer une angoisse permanente. Puis le cynisme de la situation, on va se le dire, c'est que cette exclusion silencieuse arrange bien les finances publiques. Les sommes faramineuses qui ne sont pas réclamées à cause du découragement administratif, ça permet à l'État de faire des économies sans avoir à annoncer des coupes publiquement. Ouais, c'est un coussin invisible. Mais visiblement, ça suffisait plus, ce qui nous amène à examiner les réformes documentées de 2025-2026. On rentre dans l'ère Arizona. Nos sources parlent d'une consolidation budgétaire massive de 18 milliards d'euros, dont 12,5 milliards de coupes pures et simples pour répondre aux pressions économiques européennes. La mesure phare qui rentre en vigueur en janvier 2026, c'est la limitation absolue du chômage à 24 mois. Concrètement, ça veut dire que 184 000 personnes perdent leur revenu de remplacement d'un coup, puis basculent vers l'aide sociale communale, gérée par ce qu'ils appellent les CPAS. Les centres publics d'action sociale. Puis juridiquement, ce glissement-là, c'est énorme, non? C'est un changement de paradigme total. C'est la mutation du droit social. On passe d'un modèle de droit subjectif inconditionnel, où le droit au soutien est inaliénable puis lié à la dignité, à une forme de charité conditionnelle puis répressive. Fait que l'individu n'est plus un ayant droit. Non, il devient un demandeur. Il doit subir des enquêtes intrusives sur la composition de son ménage, prouver continuellement sa bonne volonté dans des politiques de retour à l'emploi de plus en plus coercitives. Puis on pourrait se dire que si l'État modifie les règles pour restreindre l'accès à ces droits de base, bien les associations communautaires, la société civile, vont monter aux barricades pour contester ça en cours. Normalement, oui. Mais nos sources documentent un assaut légal simultané contre ces mêmes associations-là. Il y a une loi en particulier qui revient tout le temps dans l'analyse, la loi Quintin. C'est quoi au juste cette loi-là? La loi Quintin, c'est redoutable. Ça permet la dissolution administrative d'une ASBL, donc une association sans but lucratif, par simple arrêté royal. Attends, d'habitude, dissoudre un organisme, ça prend pas un juge? Exactement. Habituellement, ça nécessite une procédure judiciaire rigoureuse où un juge indépendant évalue les preuves. Là, l'exécutif court-circuite complètement le pouvoir judiciaire indépendant. Sur quelle base ils peuvent faire ça? Sur la base de notes des services de renseignement qui allègent une menace à l'ordre démocratique avec des notions très floues comme le radicalisme, l'association est dissoute avant même d'avoir pu se défendre devant un juge. C'est fou. Puis il y a aussi le décret White en Flandre qui s'ajoute à ça. Ah oui, ce décret-là interdit explicitement aux associations subventionnées d'utiliser des fonds publics pour poursuivre le gouvernement en justice. Fait que si on résume l'ironie troublante de la situation, l'État coupe l'accès aux droits sociaux de base avec une main et de l'autre, il vote des lois pour empêcher les organismes communautaires de contester ces mêmes coupes-là devant les tribunaux. C'est un verrouillage parfait. Ça force une question évidente. Qu'est-ce qu'il reste aux citoyens isolés? Normalement, le dernier rempart, c'est le juge, le système de justice interne. Mais l'analyse montre que ce rempart-là est en train de céder lui aussi. Le labyrinthe administratif qu'on a vu pour l'aide sociale, il se reproduit à l'identique dans le système de justice. L'aide juridique gratuite, le système Prodéo, est complètement fragmenté. Un citoyen précaire a rarement un seul problème isolé. S'il perd son emploi, il a des retards de paiement, après on lui coupe l'électricité, puis après il est menacé d'éviction. C'est une cascade. Ouais. Mais le système Prodéo va lui assigner un avocat différent pour le droit du travail, un autre pour le logement, puis un autre pour le CPA. Ils opèrent tous en silo. Le citoyen doit réexpliquer son trauma à chaque personne dans un jargon qu'il ne comprend pas. Puis en plus du jargon, il y a la peur viscérale des représailles institutionnelles. Les sources sont claires. Contester un organisme de l'État pour récupérer un droit, c'est risquer de se faire cibler. La peur de poursuivre l'organisme qui paye ton épicerie ou ton loyer, c'est paralysant.
La peur annihile le droit. La justice interne devient de facto inaccessible. Fait que là, face à ce cul-de-sac national, les syndicats puis les grandes ONG changent carrément de tactique. C'est un de mes bouts préférés de l'analyse. C'est comme si au hockey, les joueurs réalisaient que les arbitres sur la glace respectent plus le livre des règlements, fait qu'ils font appel directement au tribunal arbitral international du sport pendant que la partie est en train de se jouer. C'est une excellente analogie. Il déploie la justice stratégique internationale. Les plaintes collectives massives s'en vont directement devant le Comité européen des droits sociaux, le CEDS, au Conseil de l'Europe. On parle de quoi comme litige, mettons? Des plaintes contre la loi sur la norme salariale qui bloque l'évolution des salaires en pleine inflation. Des plaintes contre les arrêtés municipaux qui criminalisent la mendicité, ce qui est une violation de la dignité humaine. Ou encore des plaintes contre la Flandre pour le manque flagrant de logements abordables. Le fait qu'on doive judiciariser ça à l'échelle européenne, ça prouve que l'État échoue à garantir les droits de base. Mais là, avec tout ce constat sombre, est-ce que le système peut réparer cette fracture démocratique? Quelles sont les solutions documentées aujourd'hui? Curieusement, une des plus grandes promesses vient de la technologie, la loi qu'on appelle « Only Once ». Seulement une fois. C'est ça. Le principe, c'est d'interdire à l'administration de demander à les citoyens une info qu'une autre branche de l'État possède déjà. L'idée, c'est l'automatisation proactive des droits. Le meilleur exemple, c'est le grouille-paquet en Flandre, le paquet croissance. Comment ça fonctionne par rapport à l'algorithme punitif d'avant? C'est l'inverse. Le gouvernement a mis 86 développeurs là-dessus. Le système croise les données fiscales puis immobilières puis verse automatiquement les suppléments sociaux. Il n'y a pas de formulaire complexe. Bam, l'argent arrive dans le compte. Le taux de non-recours s'est effondré instantanément. En fin de compte, l'automatisation, c'est fantastique, mais est-ce que ça risque pas de créer un État Big Brother où l'accès à nos droits sociaux nous coûte l'entièreté de notre vie privée en données? C'est un risque majeur, d'où l'importance de balises comme le RGPD en Europe. Mais l'expert tempère cet enthousiasme-là avec un autre danger. Les erreurs algorithmiques silencieuses. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu es en situation d'itinérance puis tu perds ton adresse officielle, la municipalité te radie des registres, tu deviens un fantôme numérique. L'algorithme bienveillant te voit juste plus. C'est pour ça qu'il y a une nécessité impérative de l'approche du « aller vers », l'outreach. Remettre de l'humain dans la rue. Absolument comme les initiatives de territoire zéro non-recours. Il faut que des humains aillent chercher les invisibles. Mais sur le plan strictement juridique, la solution ultime documentée par les experts de l'ONU, c'est le revenu de base universel. Parce que ça supprime la conditionnalité. Totalement. C'est une refonte juridique qui éradique le contrôle. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es pauvre. Fait que tu élimines l'algorithme de suspicion et par définition, tu éradiques le non-recours financier. C'est super puissant comme concept. Puis, ce qui nous amène à la fin de notre parcours aujourd'hui, on est parti de l'immunité juridique hallucinante des partis politiques. On a traversé le cauchemar de la numérisation exclusive. On a vu les manœuvres d'austérité budgétaire. Puis, on a vu comment ça pousse les citoyens à chercher refuge devant les tribunaux européens. C'est vraiment un portrait global d'une crise institutionnelle profonde. Et ça nous laisse sur une réflexion assez provocatrice, je trouve, quand on prend un peu de recul. Si un État moderne réussit à rédiger des lois sociales théoriquement parfaites, mais que son infrastructure technologique puis administrative est conçue pour que près de la moitié des citoyens puissent pas les réclamer, Mais cet État-là souffle-t-il d'un simple bug informatique ou a-t-il secrètement inventé la forme la plus sophistiquée de ségrégation de l'histoire moderne? Une question qui donne matière à réflexion pour quiconque s'intéresse à l'avenir de nos démocraties. Bonjour à tous les passionnés d'analyse politique qui nous écoutent. Je suis votre animatrice, bien prête pour cette nouvelle plongée documentaire d'aujourd'hui. Et je suis votre expert invité. Écoutez, je suis vraiment ravi d'être ici pour décortiquer tout ça avec vous tous aujourd'hui. Fait qu'imaginez un pays réputé dans le monde entier pour avoir l'un des filets de sécurité sociale les plus généreux de la planète. Ouais, le modèle classique européen, là. Exactement, l'image typique d'une démocratie qui prend soin de son monde. Mais maintenant, imaginez que près de la moitié de ses citoyens les plus vulnérables sont complètement bloqués à l'extérieur de ce système. Et c'est pas par accident, tu sais. Non, c'est ça, c'est par la conception même du système. Fait qu'aujourd'hui, notre exploration s'arrête sur la Belgique,
de l'année 2026. Un cas d'école fascinant. Historiquement, c'est le grand modèle du compromis politique. Mais quand on se met à fouiller dans la grosse pile de rapports qu'on a sous les yeux, là, genre les baromètres de confiance, les audits de corruption, les études sociologiques, ben, on découvre une fracture systémique monumentale. Une fracture qui fait mal, ouais. Bon, décortiquant tout ça, comment une machine d'État censée protéger sa population a-t-elle pu se transformer en une véritable forteresse d'opacité qui broie les plus fragiles? Bien, ce qui saute aux yeux en premier dans cette analyse, c'est que la chute vertigineuse de la confiance qu'on observe là-bas, ça n'a absolument rien d'une anomalie. C'est pas juste un caprice électoral des gens, là. Vraiment pas. C'est le résultat mécanique, presque prévisible, d'une architecture du pouvoir qui a évolué pour fonctionner en circuit complètement fermé. Oui, on parle pas juste d'une grosse bureaucratie avec des formulaires mal imprimés. Non, c'est beaucoup plus profond. On parle d'une mécanique très précise qui centralise le contrôle. Plusieurs politologues appellent ça une captation pure et simple de l'État par une poignée de décideurs. Fait que pour comprendre pourquoi quelqu'un se heurte à un mur quand il demande de l'aide, il faut d'abord regarder qui tient la truelle pour bâtir ce mur-là. Exact. Il faut garder à la source du pouvoir. Et en lisant l'analyse constitutionnelle, il y a un chiffre qui m'a fait sursauter. C'est l'effondrement de l'article 42 de la Constitution belge. Ah, le fameux mandat libre. C'est ça. Théoriquement, cet article dit qu'un élu représente la nation, de façon indépendante. Mais en pratique, les rapports montrent que la discipline de vote au Parlement atteint 99,73 % pour les textes de l'exécutif. C'est un chiffre qui donne le vertige, là. Attends, 99,73 %. Ben voyons, ça ressemble plus aux statistiques de la Corée du Nord qu'à une démocratie européenne moderne, sérieux. Ah ben c'est capoté, mais c'est la réalité. Les élus ne votent pratiquement jamais selon leur conscience. Jamais. Jamais, ou presque. C'est le cœur du problème. Le pouvoir législatif, qui devrait être l'arène ultime du débat, ben, il est devenu une simple chambre d'enregistrement. Genre un tampon en caoutchouc, là? Exactement. Et si un député ose dévier d'1 millimètre de la ligne dictée par le président de son parti, la sanction est immédiate. Il se fait expulser. C'est la fin de sa carrière politique, tout simplement. C'est ce qu'on appelle la particratie. Les présidents de parti contrôlent tout. Puis ce qui rend ça encore plus foufou pour quiconque écoute ceci, c'est le statut juridique de ces fameux partis politiques en Belgique. Ah oui, le trou noir juridique. Dans le droit belge, les partis opèrent sous le statut de simples associations de faits. Ils n'ont même pas de personnalité juridique formelle. Ce qui est aberrant quand on y pense. Pour donner une image, c'est comme regarder quelqu'un jouer un jeu vidéo. On voit l'avatar à l'écran, les ministres, les députés qui passent des lois et distribuent des milliards. Ouais. Mais le vrai joueur qui tient la manette dans l'ombre, le président de parti, il est invisible pour l'arbitre parce qu'officiellement, il n'existe pas. C'est une excellente métaphore. Étant des associations de faits, ces organisations-là échappent aux règles de transparence financière. Fait qu'ils n'ont pas à justifier leurs affaires comme n'importe quelle entité publique. Pas du tout. Et la conséquence de ça, c'est que le véritable pouvoir a migré loin du Parlement pour s'isoler dans ce qu'ils appellent le Cairn. Le Cairn, c'est le Conseil des ministres restreint, c'est bien ça. C'est là que les plus grands enjeux se tranchent à huis clos. Souvent tard la nuit, sous la commande stricte des présidents de parti. Et ces ministres-là, dans le Cairn, ils sont entourés par des cellules stratégiques. Ça sonne militaire un peu. C'est vrai que le terme est fort. En fait, ce sont d'immenses cabinets ministériels surpeuplés de conseillers. OK, mais ces conseillers-là, ils sont choisis comment? Par concours public? Ben non, justement. L'embauche se fait presque exclusivement sur la base de l'allégeance politique absolue. Ah, fait que c'est du favoritisme institutionnalisé. Essentiellement, oui. Si on compare avec l'Allemagne, par exemple, leur cour constitutionnelle protège très rigoureusement la liberté de l'élu contre l'ingérence des partis. Mais en Belgique, rien de tout ça. Zéro garde-fou juridique en 2026. C'est le contrôle total. D'accord, mais on pourrait se dire que c'est juste, une vieille habitude culturelle tolérée à l'interne. Sauf que les institutions européennes regardent ça puis elles sont vraiment pas impressionnées. Vraiment pas, non? Le verdict international est accablant. Parlons-en de cet audit. Le rapport de décembre 2025 du GRICO, le groupe d'États contre la corruption. Leur constat est implacable. Ah, c'est le pot. Implacable. Pour leur 5e cycle d'évaluation, le GRICO avait fait 22 recommandations à l'exécutif belge. OK, 22 recommandations. Ils en ont appliqué combien? Seulement 8. 8 sur 22 ont été mises en œuvre. Ben voyons,
C'est même pas la note de passage. Puis ce qui me renverse, c'est que c'est pas juste de lenteur administrative, c'est un refus idéologique clair. Exactement. Le gouvernement élu en juin 2024 a refusé, noir sur blanc, d'instaurer des procédures de sélection objectives pour recruter dans ces fameux cabinets. Puis pour les députés, ça fait des années que l'Europe réclame de la transparence sur leur patrimoine et sur les portes tournantes, les revolving doors. Ah, les portes tournantes, c'est majeur. Ça veut dire qu'un ministre peut démissionner un vendredi, tu sais, Ouais. puis se retrouver embauché le lundi matin comme lobbyiste pour l'industrie qui était censée réguler la semaine d'avant. Sérieux? Sans aucune période de latence? Aucune règle stricte pour l'empêcher. La frontière entre l'intérêt public et privé est complètement effacée. C'est là que ça devient hypocrite à un point où ça enrage les gens. Comment un État peut exiger de ses citoyens une transparence totale, genre accès au relevé bancaire pour donner de l'aide sociale, mais refuser de publier les intérêts de ses propres dirigeants? C'est le summum du deux poids, deux mesures. Et c'est ce que le Gréco dénonce. C'est pas juste de la paresse d'abord. Non, c'est une stratégie de captation. Il refuse de s'aligner sur les standards européens de transparence publique parce que cette opacité-là, elle protège leur pouvoir. Fait que si le sommet de l'État est opaque de même, on espère que le niveau local est meilleur. C'est plus proche du monde. On pourrait l'espérer, ouais, mais c'est tout le contraire. La décentralisation a créé un vrai monstre. Avec les 6 réformes de l'État, la Belgique est devenue un millefeuille bureaucratique. Un labyrinthe sous-régional. Prends Bruxelles, par exemple. Après juin 2024, ils sont restés plus de 600 jours sans gouvernement. 600 jours, là, c'est effarant. Près de 2 ans. À cause de la fragmentation. En sciences politiques, on appelle ça le piège de la décision conjointe, le Joint Decision Trap. Fait que tout le monde doit être d'accord en même temps, sinon rien ne bouge. C'est exactement ça. Fédéral, région, communauté linguistique, ça garantit la paralysie. Et pour régler ça, la coalition Arizona en 2024-2025 a sorti un concept, le fédéralisme de réforme renforcé. Ouais, un bien grand mot. L'idée, c'était de faire des coalitions miroirs avec les mêmes partis à tous les niveaux. Mais est-ce que c'est pas juste une façon d'imposer un cartel? C'est la grande critique, oui. Au lieu de simplifier, ils concentrent encore plus le pouvoir entre les mêmes présidents de parti. Puis si on descend encore plus local, c'est pas mieux avec les intercommunales? Ouais, les intercommunales, à la base, c'est censé être pour mutualiser les coûts entre municipalités, genre pour les déchets. Ouais, mais regarde le marché de l'énergie éolienne en Wallonie. On découvre des montages financiers avec des SPV, des véhicules à usage spécial. Des structures d'entreprises privées, effectivement. Concrètement, comment une éolienne publique finit par devenir une boîte noire? L'intercommunal s'associe à des privés et crée ce SPV. Ça sort complètement du radar démocratique. Les conseillers municipaux ne peuvent même plus surveiller ça. Non, c'est opaque. Puis un seul mât éolien peut générer 200 000 € de profit par an. Et cet argent-là va où? Très souvent, il glisse vers des multinationales ou des holdings étrangers via ces montages complexes. La responsabilité est tellement diluée que personne n'est imputable. Fait que le citoyen paye sa facture, puis le contrôle s'évapore. Exact. Puis c'est là qu'on arrive au point le plus dramatique de notre exploration. Toute cette ingénierie, ce chaos, ça a des vraies victimes. C'est ce que les sociologues appellent la violence administrative. Parlons du non-recours aux droits sociaux, le non-take-up. Les chiffres du rapport Belmode font peur. Vas-y, donne les chiffres. 46 % des personnes éligibles ne touchent pas le revenu d'intégration sociale. C'est presque la moitié, hein? C'est un échec monumental de l'État social. Et chez les personnes avec un handicap psychique, c'est 66 % de non-recours. Derrière ça, tu sais, c'est des trajectoires de vie complètement brisées. Des gens qui abandonnent face à la montagne bureaucratique. Et un gros coupable, selon les analystes, c'est le digital by default, la numérisation forcée. Oui, on a fermé les guichets, supprimé les lignes téléphoniques, tout est virtuel maintenant. Mais 40 % de la population belge est à risque d'exclusion numérique, non? Exactement. Fait que tu fermes la porte au nez de ceux qui en ont le plus besoin. L'image qui me vient en tête, c'est de construire un hôpital ultra-moderne, Ouais. mais de mettre la seule porte d'entrée au sommet d'un mur d'escalade. C'est très imagé, mais c'est ça. C'est moderne, mais inaccessible. Prends les jeunes malades chroniques de 18 à 35 ans. 63 % sont piégés par le statut de cohabitant. Des formulaires impossibles à remplir, des justificatifs interminables, ils finissent par lâcher prise. Puis le Conseil supérieur national des personnes handicapées pose une méchante bonne question là-dessus. Oui. Est-ce que c'est une erreur de parcours?
La réponse est non. Fait que c'est voulu. Ben, ça fonctionne comme une redoutable technologie de contrôle des dépenses. Oh, wow! Ouais, l'État économise des millions sur le dos de ceux qui, épuisés, abandonnent leur démarche. C'est moins coûteux politiquement que de voter des coupes au Parlement. Ça donne la nausée, tu sais. Et face à ça, comment la coalition Arizona a réagi en 2025-2026? Leur décision a été très claire et, disons-le objectivement, ça a polarisé le pays. Ils ont lancé un plan de redressement de 18 milliards d'euros, justifié par les exigences européennes. Oui, un plan de rationalisation sévère. L'effet, c'est quoi? Limitation du chômage à 24 mois maximum. Ça frappe 184 000 personnes. Un gel des salaires. Il faut préciser qu'en parallèle, l'État a maintenu, selon les analyses, 18 milliards de subventions aux grandes entreprises. Fait que les experts parlent d'une redistribution inversée. Mais il y a aussi l'offensive contre le Middenveld, la société civile. Ah, la contraction de l'espace civique. C'est le grand virage illibéral dénoncé par les experts. Regardons la loi Quintin. Si je comprends bien, l'exécutif peut juste dissoudre une ASBL, une association, sans passer par un juge. C'est exactement ça le mécanisme. Sous couvert de sécurité, ils peuvent rayer une ONG de la carte administrativement. Sans procès. C'est un contournement total de l'état de droit. Les ligues des droits humains devaient être en panique. Absolument. Et en Flandre, il y a eu le décret Waits. Qu'est-ce qui fait ce décret-là? Il interdit aux ONG subventionnées d'utiliser ces fonds pour poursuivre le gouvernement en justice. Fait qu'ils achètent le silence du milieu associatif. C'est ce que les spécialistes concluent. Le gouvernement justifie ça par l'orthodoxie financière et la sécurité. Mais les experts légaux y voient une criminalisation de la contestation, tu sais. C'est une asymétrie de méfiance incroyable. Le gouvernement refuse la transparence européenne pour lui-même, mais muselle les citoyens qui le critiquent. Avec tout ça, pas étonnant que la population décroche. Le grand baromètre Ipsos-IVEPS montre que la confiance stagne entre 22 et 39 %. Une chute de 30 points et le vote blanc ou nul grimpe à près de 14 %. Mais paradoxalement, 87 % des gens soutiennent toujours l'idée de l'État social et de la santé publique. C'est très important de le noter. Les gens croient en la solidarité. Ils rejettent simplement la caste dirigeante. Fait que le système a essayé d'éteindre le feu avec des mirages délibératifs, des panels citoyens. Oui, le modèle d'Oxbalgienne avec des citoyens tirés au sort, ou les commissions mixtes à Bruxelles. C'est super beau sur papier, tu sais, mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui arrive avec leur rapport? Ça finit sur une tablette. Les chercheurs appellent ça des innovations sans dents. Parce que les présidents de partis ont un droit de veto absolu. Exact. Si les recommandations citoyennes dérangent le parti, le Cairn les ignore. C'est juste de l'habillage de relations publiques. Fait qu'on fait quoi pour s'en sortir? Les sources qu'on analyse proposent quoi comme réforme concrète? Surtout pas de rajouter des coches au millefeuille. Ce qu'il faut d'abord, c'est rendre les recommandations des citoyens juridiquement contraignantes. Ouais. Puis pour le Parlement. Il faut instaurer des vrais mécanismes juridiques pour garantir l'indépendance des députés. Tant qu'on ne brisera pas la particratie, rien ne va changer. Fait que pour résumer, notre plongée d'aujourd'hui, l'opacité et la particratie en Belgique, c'est pas juste un sujet plate pour l'université. Vraiment pas. C'est une machine de terrain. C'est une architecture qui, tu sais, produit de l'exclusion, réduit le filet social, frustre l'Europe et étouffe la contestation. Et ça m'amène à une pensée finale pour quiconque analyse cette situation. Vas-y. Si la complexité systémique force massivement les gens à renoncer à leurs droits sociaux par pur épuisement, Ouais. faut se demander si l'opacité n'est pas un simple bug, mais en fait, la plus grande réussite budgétaire silencieuse de système. Ah, ça donne matière à réflexion, c'est certain. Merci infiniment à ceux qui ont prêté l'oreille à cette exploration. Merci de l'accueil. Fait que gardez toujours l'œil ouvert sur la façon dont les règles invisibles façonnent notre réalité. À très bientôt pour une prochaine plongée documentaire. Mettons qu'on imagine une situation un peu extrême. Une personne se trouve dans une précarité totale au bord du gouffre. La loi prévoit un filet de sécurité financier pour la sauver, une somme d'argent à laquelle elle a légitimement droit. Mais cette personne-là choisit délibérément de s'en détourner,
Juste parce que faire la demande, ça risque d'attirer des inspecteurs chez elle, de lui faire perdre son logement ou même pire, la garde de ses enfants. Ouais, ça ressemble vraiment à un scénario de fiction dystopique. Ben oui, complètement. Mais c'est la réalité quotidienne de dizaines de milliers de personnes en Belgique présentement. Quand on épluche les données récentes, les chiffres font juste capoter. Près de la moitié des gens qui ont droit au revenu d'intégration sociale, ce qu'ils appellent le RIS, l'équivalent de notre aide sociale de dernier recours, ils n'en touchent pas un seul sou. Et pour l'allocation de chauffage, c'est encore plus dramatique. Les chiffres grimpent entre 67 et 88 des personnes admissibles qui passent complètement à côté de cette aide-là. C'est fou, presque 90 dans certains cas. C'est pour ça qu'on lance cette grande exploration aujourd'hui. On s'appuie sur des rapports universitaires belges super détaillés, sur les projets Take et Belle Mode, sur le nouvel indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux de Wallonie de 2025, puis aussi sur des analyses dévastatrices de l'ONU. Exact. Et la mission de cette exploration, c'est pas juste de faire un constat comptable ou de lister des statistiques. On veut comprendre les causes structurelles de ce qu'on appelle le non-recours massif. Dans le fond, on veut décortiquer comment ce phénomène-là crée une véritable dépossession citoyenne en se mettant vraiment à la place de ceux qui subissent ce labyrinthe. Bon, décortiquons tout ça, parce que c'est quand même ironique d'avoir un filet de sécurité sociale qui laisse passer la moitié du monde sans être rattrapé, non? C'est une belle image, le filet troué. Mais pour bien comprendre cette mécanique, il faut d'abord saisir le changement de paradigme. Pendant super longtemps, l'État blâmait l'individu. Si une aide existait et qu'elle n'était pas réclamée, l'administration assumait que c'était la faute du citoyen. Ah oui? Genre, c'était vu comme un manque d'effort de leur part. Exactement. Soit il manquait d'efforts, soit elle était ignorante. Mais aujourd'hui, les chercheurs utilisent un autre terme. Ils parlent de l'ineffectivité des droits. Et ça, c'est majeur. Ça veut dire que c'est la bureaucratie elle-même qui fabrique et institutionnalise l'exclusion. Fait que si je résume, c'est comme inviter des gens à un gros buffet gratuit, mais exiger qu'ils traversent un champ de mine les yeux bandés pour atteindre les assiettes. C'est une excellente analogie. Mais concrètement, ça se traduit comment sur le terrain pour un citoyen précaire? Parce que le champ de mine, il a l'air de quoi dans la vraie vie? Il a l'air d'un enfer administratif nourri par une logique de méfiance. Le système belge est hyper fragmenté, avec plein de réformes entre le fédéral, les régions, les communes. Pour prouver son indigence à un CPA, donc le Centre public d'action sociale, la charge mentale est écrasante. J'imagine qu'il demande beaucoup de preuves. C'est pire que ça. Il faut fournir des extraits de comptes intégraux sur plusieurs mois. L'administration va te demander de justifier le moindre petit virement de 10 € fait par un membre de ta famille. Ils veulent savoir précisément ta composition de ménage pour déterminer si tu es isolé ou cohabitant. Attends. En lisant les sources pour préparer, j'ai vu un truc sur des visites domiciliaires. Il y avait un passage où on disait que des contrôleurs viennent compter les brosses à dents dans la salle de bain. C'est une métaphore ou ça se passe vraiment de même? Non, ça se passe littéralement de même. Pour prouver qu'un couple est réellement séparé, mettons, et que c'est pas une fraude pour avoir un meilleur chèque, des agents peuvent débarquer chez vous à l'improviste. Ils inspectent les penderies pour vérifier à qui appartient le linge. Ils comptent les brosses à dents. Mon Dieu, c'est tellement intrusif. C'est une intrusion totale dans l'intimité la plus stricte. Et cette inquisition, ça infantilise la personne, ça détruit sa dignité. Beaucoup de gens vont simplement jeter l'éponge face à ce traumatisme-là. Ouais, je comprends tellement. Puis quand on regarde les modélisations pour l'avenir, ça n'a pas l'air de s'arranger. Les chercheurs se sont penchés sur les réformes proposées par la coalition gouvernementale qu'on appelle Arizona, en Belgique. Juste pour faire une parenthèse, on ne prend pas parti pantoute pour ou contre ces politiques de droite ou de gauche. On fait juste observer mécaniquement l'impact sur la complexité d'accès aux droits selon les études. Tout à fait. Et mécaniquement, ces réformes qui visent, par exemple, à limiter les allocations dans le temps ou à durcir le statut de cohabitant, elles vont avoir un impact massif. La KU Leuven estime que sur les personnes qui perdraient certaines allocations, l'État anticipe qu'elles vont juste se tourner vers les CPA. Mais c'est pas ça qui arrive dans les faits, hein? Non, la modélisation prouve que seulement 34 d'entre elles réussiraient ce transfert administratif. 34 Fait qu'on parle de dizaines de milliers de personnes qui basculent complètement hors des radars institutionnels. Exactement. Ils disparaissent du système. Mais là, je t'arrête sur la question de la paperasse. Je veux bien que les formulaires papier soient un cauchemar absolu. Mais avec la numérisation des services publics, le e-government, comme on dit, ça a dû arranger les choses, non? Pouvoir tout remplir depuis son téléphone, ça enlève des barrières. Ce qui est fascinant ici, c'est que ça a démontré exactement le contraire.
La numérisation a érigé de nouveaux murs de béton. Les données montrent que 29% des ménages à faible revenu n'ont aucune connexion Internet à domicile. 29 c'est énorme! Et près de 40% des Belges se trouvent en situation de vulnérabilité numérique. Et le pire, c'est qu'avec la numérisation, l'État a fermé les guichets physiques. Fait que la seule affaire qui pouvait aider la personne à démêler tout ça, c'est-à-dire l'humain de l'autre côté du comptoir, il n'existe plus. Précisément, et c'est ici que ça devient encore plus pernicieux. Ouais, d'ailleurs, c'est ici que ça devient vraiment intéressant parce que dans les rapports de l'ONU, surtout ceux du rapporteur spécial Olivier de Schutter, il y a ce concept-là, le pauvretisme, le povertism. J'ai trouvé ça glaçant. C'est quoi au juste? Le pauvretisme, c'est l'idée que l'infrastructure numérique se double d'une surveillance asymétrique. Les algorithmes de détection des fraudes ciblent de façon disproportionnée les quartiers précaires. Comme s'il présumait la culpabilité par défaut. C'est ça. Pense au scandale du système Siri aux Pays-Bas, qui ciblait uniquement les quartiers pauvres. En Belgique, on observe cette même mécanique. Les algorithmes croisent des données, comme ta consommation d'eau ou d'électricité, et s'ils trouvent une anomalie, ils te suspectent de fraude. C'est une véritable dépossession algorithmique. Mais ça nous ramène direct au ressenti des familles. Je repense à mon exemple du tout début. Pourquoi des gens choisiraient volontairement de renoncer à des droits fondamentaux? Parle-moi du cas du logement précaire, mettons. Ces gens-là font des calculs de risque très pragmatiques. Si un locataire très précaire demande une aide au logement, cette demande-là déclenche presque automatiquement une inspection de salubrité de son appartement. OK, pour voir si c'est sécuritaire. Oui, mais si l'inspecteur constate que le logement est insalubre à cause de moisissures, mettons, il va le condamner. Le locataire se fait expulser. Et s'il a des enfants, se retrouver à la rue, ça peut mener à un signalement au service de protection de la jeunesse et la perte de ses enfants. Wow! Fait que pour éviter de perdre ses enfants, la personne préfère vivre dans la moisissure puis rien dire. C'est le Oui. droit qui devient une menace directe. Exactement. Et ça crée une immense honte. Être perçu comme une assistée, c'est insoutenable pour beaucoup. Les chercheurs identifient 4 grandes typologies de non-recours volontaires. C'est quoi ces profils-là? Il y a le soutien de famille, souvent un homme qui refuse l'aide pour pas avouer qu'il est échoué financièrement. Il y a la mère célibataire qui fuit l'ingérence de l'État dans l'éducation de ses enfants. Le travailleur migrant qui craint que ça nuise à son intégration. Et enfin, l'intellectuel qui rejette par principe la charité de l'État. C'est fascinant et tellement triste. Mais dans tout ça, je soulève un gros paradoxe. Les travailleurs sociaux, leur job, littéralement, c'est d'aider le monde. Comment ils s'insèrent dans ce système-là? Ils sont pris dans un étau terrible. D'un côté, sous la pression institutionnelle et les objectifs de lutte contre la fraude, certains finissent par instaurer un non-accès. Ils vont exiger des preuves supplémentaires non requises par la loi, juste pour se couvrir. Ah, fait qu'ils deviennent eux-mêmes une barrière. Malgré eux, oui. Mais de l'autre côté, quand on leur laisse faire leur vrai travail, ils sont l'unique remède. C'est ce qu'on appelle la stratégie du « aller vers ». Le aller vers, c'est de sortir des bureaux, mettons. Oui, comme dans les initiatives des territoires zéro non-recours ou le projet Place Anneau 3 à Bruxelles. Au lieu d'attendre que la personne réussisse à franchir la porte d'une institution, les travailleurs sociaux vont dans la rue, ils cherchent les invisibles, y restant la médiation humaine là où l'algorithme a échoué. C'est une belle lueur d'espoir. Mais là, j'ai une question super logique. Si l'administration te brime, qu'elle te demande des affaires illégales ou qu'elle te coupe tes vivres sans raison, pourquoi le citoyen ne va pas juste devant les tribunaux? Je veux dire, le système d'aide juridique gratuit, les avocats pro-déo, ça existe en Belgique? Ça existe, oui. La justice est censée être le dernier rempart. Mais le problème, c'est que ce rempart-là est en train de s'effondrer. Il y a un décalage cognitif énorme et le système est complètement morcelé. Comment ça, morcelé? Les chercheurs utilisent souvent une analogie frappante. C'est comme un patient qui arrive aux urgences avec un polytraumatisme, mais les médecins refusent de se parler. Ah oui, genre le cardiologue regarde juste le cœur, puis le chirurgien regarde juste l'os, mais personne gère l'hémorragie globale. Exactement. En droit social, la précarité, c'est global. Mais dans le système d'aide juridique, pour un même ménage, tu vas avoir un avocat pour ton problème de travail, un autre pour ton expulsion de logement et encore un autre pour tes problèmes familiaux. Et j'imagine que ces avocats-là se parlent pas plus que les médecins de l'analogie? C'est exactement ça. Ça crée un épuisement procédural total. Et le verrou final, la vraie raison pour laquelle les gens vont pas en cours, c'est la peur viscérale des représailles. Des représailles de la part de l'État? Oui, les citoyens précaires croient dur comme fer que s'ils poursuivent un CPAS ou une société de logement, l'institution va se venger à la prochaine demande. Fait qu'ils abandonnent.
et ça affaiblit totalement leur confiance envers l'État. C'est rendu au point où ce sont les syndicats et les ONG qui finissent par faire des recours collectifs au niveau européen pour pallier cette dépossession locale. C'est l'État qui se fait poursuivre de l'extérieur pour protéger ses propres citoyens. C'est capoté. Et si on relie cela à la situation dans son ensemble, cette violence institutionnelle silencieuse, ça se mue en véritable crise démocratique. Ah oui, l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux en parlait, je pense. Oui, l'ISADF Wallon a prouvé que ce non-recours engendre un désinvestissement associatif direct. Ça mène au vote blanc et à l'abstention électorale. C'est que la pauvreté et l'exclusion administrative tuent littéralement la participation démocratique. Le citoyen ayant droit est complètement rabaissé au rang de mendiant. C'est ça. Il n'est plus un citoyen à part entière dans les faits. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au juste pour nous? Si je rassemble un peu les fils conducteurs de notre analyse, la dépossession citoyenne en Belgique, c'est vraiment pas un accident de parcours. C'est une exclusion systémique orchestrée par une bureaucratie tatillonne, une numérisation aveugle, puis un système judiciaire complètement inadapté. C'est un mot résumé, oui. Pourtant, on a vu qu'il y a des tentatives. Mettons l'automatisation des droits, comme le Gros Hague Paquet en Flandre, pour les allocations familiales. C'est une piste technique super brillante où les ordinateurs font le travail à la place des familles, mais au final, ça ne remplace pas le besoin de contact humain et de confiance. Non, parce que l'automatisation ne détruit pas le cœur du problème, qui est le contrôle. Et c'est pour ça que la recherche socio-juridique la plus récente soulève une idée macrostructurelle fascinante. Ah oui, l'idée finale pour clore cette exploration. Exact. Et si la seule manière de détruire cette dynamique de contrôle inquisitorial, c'était d'instaurer un revenu de base universel? Une allocation inconditionnelle versée à tout le monde. De la naissance à la mort. Exactement. Sans aucun examen de ressources, sans aucune enquête domiciliaire et sans algorithme de surveillance. Juste un droit inaliénable. C'est une idée puissante. Ça règle le problème du non-recours à la source parce qu'il n'y a plus de parcours à franchir. On laisse cette réflexion-là à quiconque écoute cette analyse aujourd'hui pour imaginer un monde où le droit de subsister n'est plus un examen de passage permanent, mais vraiment un droit fondamental inaliénable. Merci d'avoir démêlé tout ça avec moi. Ça fait plaisir. Bienvenue à Des débats. Imaginez une seconde que vous êtes face à un système d'irrigation d'une ingénierie colossale, un truc conçu pour arroser un immense champ agricole. D'accord, je vois très bien l'image. L'eau est là, elle est super abondante, les canaux s'entrecroisent à l'infini, mais à la fin du cycle, on se rend compte que près de la moitié des cultures dépérissent, l'eau les atteint juste jamais. Ouais, elle sèche complètement sur pied. Exactement. Fait que face à ce champ asséché, il y a deux hypothèses qui s'affrontent. Est-ce que les tuyaux sont simplement devenus trop vieux ou tellement complexes qu'ils provoquent des fuites involontaires? Ou bien, est-ce que quelqu'un a délibérément fermé des valves pour rationner l'eau en sachant très bien que certaines plantes allaient en mourir? C'est une image qui frappe fort. Et honnêtement, c'est en plein la tension qui définit notre rapport à la protection sociale aujourd'hui. On aime bien croire à la tuyauterie défaillante, à l'erreur technique. Surtout parce que c'est moins effrayant. Tout à fait, parce que l'alternative, l'idée d'un rationnement délibéré, c'est particulièrement sombre. Et c'est précisément ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. La question centrale de notre débat, c'est ce phénomène troublant dans nos sociétés modernes, et on va s'appuyer sur les données de l'État belge concernant le non-recours aux droits sociaux. Le non-recours, juste pour clarifier pour ceux qui nous écoutent, c'est quand une personne a légalement droit à une aide de l'État, mais qu'elle ne la reçoit pas. C'est ça. Et les documents de recherche qui fondent notre discussion, comme les projets Tech, Belle Mode, puis la grande enquête de l'ISADF 2025, révèlent une réalité qui donne le vertige. De mon côté, avec ma perspective de haut fonctionnaire, je soutiens que ce non-recours, c'est la conséquence involontaire d'une bureaucratie qui cherche à cibler l'aide de manière équitable. Et moi, j'aborde la question sous un autre angle. Avec ma lunette de sociologue, je défends l'idée que cette exclusion n'a rien d'un accident. C'est une violence institutionnelle silencieuse fabriquée par une volonté politique de limiter les dépenses publiques. Alors, pour bien comprendre l'ampleur du problème, traduisons certains termes de ces rapports. Quand on lit que près d'un ayant droit sur deux ne perçoit pas le RES ou la GRAPA... Ouais, des acronymes très bureaucratiques d'ailleurs. Très. Concrètement, de quoi on parle?
Bien, le RIS, c'est le revenu d'intégration sociale. Essentiellement, c'est le dernier filet de sécurité pour quelqu'un qui n'a plus rien. La GRPA, elle, c'est la garantie de revenus aux personnes âgées. C'est un supplément pour les aînés sous le seuil de pauvreté. Des aides vitales, donc. Absolument vital. Et les chiffres montrent que près de 50 % des gens qui ont droit ne touchent pas cet argent. Et pour l'allocation de chauffage, écoutez bien, ça grimpe à 88 % d'exclusion. À 9 personnes sur 10, c'est fou. C'est une véritable hémorragie systémique. On ne parle pas de quelques cas isolés, on parle de centaines de milliers de personnes complètement invisibilisées par l'État. Ces chiffres sont effarants, je vous l'accorde. Mais mon point de départ, c'est que l'État, dans ses fondements, souhaite pas cette exclusion. Si on ouvre le capot de la machine, on voit que ce non-recours découle d'abord d'un morcellement historique. Un morcellement, c'est-à-dire? Prenez la 6e réforme de l'État belge, par exemple. Concrètement, ça a divisé les responsabilités. Un citoyen se retrouve à devoir naviguer entre des guichets fédéraux, régionaux, puis communaux. C'est un vrai parcours du combattant. Un labyrinthe conçu pour décourager, ouais. Mais non, c'est pas conçu pour décourager. Pourquoi on a créé cette complexité? Parce que l'État veut être juste. Il pratique ce qu'on appelle le ciblage ou le means testing. Pour pas faire exploser les finances publiques, on cible ceux qui en ont véritablement besoin. En théorie, c'est noble. Mais pour faire ça, l'administration doit vérifier vos revenus, la composition exacte de votre ménage, votre statut professionnel. C'est cette mécanique de vérification qui crée une lourdeur. C'est pas de la malveillance, c'est une exigence d'équité. C'est un bel argument théorique, mais l'excuse de la maladresse administrative a fait son temps. Ce qu'on observe sur le terrain, c'est une ineffectivité organisée. L'État ne se contente pas de geler la complexité, il légifère pour restreindre l'accès. Vous avez un exemple concret tiré des rapports NE. Bien sûr. Regardons les réformes du gouvernement Arizona. Quand on décide de limiter les allocations de chômage à 24 mois maximum ou qu'on durcit les règles pour les cohabitants, on sait très bien qu'on va exclure des milliers de personnes. Mais c'est pour inciter au retour à l'emploi. C'est ce qu'on appelle l'activation. Sauf qu'en pratique, on modifie les barèmes budgétaires précisément pour invisibiliser les trajectoires de précarité. L'État social s'est mu en un État régi par une logique de méfiance systémique. Je comprends pourquoi vous percevez ça comme de la méfiance. Mais permettez-moi de vous offrir une autre perspective sur cette prétendue volonté de faire des économies cachées. Si l'État veut vraiment cacher ses pauvres pour sauver de l'argent, Ce qu'il fait en passant, pourquoi il subventionne des recherches pour les trouver? Si le but était d'organiser une évaporation des ayants droit, pourquoi l'État financerait lui-même des projets massifs comme Taiki ou Belmod? financer des recherches, c'est une chose. Ce sont des consortiums universitaires payés par le fédéral pour cartographier ce non-recours avec une précision chirurgicale. Quel gouvernement cynique paierait des chercheurs pour exposer ses propres failles? N'attribuez-vous pas de la malice à ce qui est juste de l'inertie bureaucratique? C'est un point intéressant, mais, je le formulerais autrement. Financer des thermomètres pour mesurer la fièvre, ça guérit pas le patient. Surtout si vous continuez d'injecter le virus en parallèle. Donc, vous niez les efforts de transparence? Je dis pas qu'il n'y a pas de fonctionnaires de bonne volonté, bien sûr que si, mais prenons les statistiques de la queue Leven post-réforme. L'État limite le chômage à 24 mois. Qu'est-ce qui arrive au mois 25? En principe, il passe au CPA, le Centre d'action sociale local. En principe, oui, mais les données montrent que seulement 34 % de ces personnes parviennent à obtenir l'aide du CPA. Attends, 34 %. Que deviennent les 66 % restants alors? Exactement ma question. Ils disparaissent complètement des radars institutionnels. L'État anticipe et budgétise cette évaporation. Les critères du CPA sont devenus des repoussoirs. Ces individus sont effacés des statistiques du chômage, ce qui allège les finances publiques comme par magie. Ouais, l'effet est brutal pour ceux à la lisière des barèmes, c'est clair. Mais il y a un concept technique dans le rapport de la queue Leven qu'il faut expliquer ici. La vérification de la composition du ménage. Ah, la fameuse composition du ménage. Si 60 % des gens passent pas au CPA, c'est pas parce que l'État les pousse dans un ravin. C'est souvent parce que les règles calculent les revenus du foyer global. Si vous perdez votre chômage mais que votre conjoint a un salaire, le système considère que la famille prend le relais. C'est la règle de l'équité. Pourquoi la collectivité paierait si le ménage a des revenus? Mais parlons-en de la façon dont cette règle est appliquée. La bureaucratie refuse de quantifier le coût humain de tout ça. Pour prouver que vous n'êtes pas cohabitant,
et que vous avez droit à l'aide, vous devez subir des enquêtes incroyablement intrusives. Intrusive? Genre quoi? Des formulaires plus longs? Non, pas juste des formulaires. Des travailleurs sociaux du CPA débarquent chez vous pour inspecter la salle de bain. Attends, vraiment? Ils inspectent la salle de bain? Littéralement. Ils vérifient s'il y a 2 brosses à dents dans le gobelet. Ils fouillent le bac à linge pour voir s'il y a des vêtements d'hommes ou de femmes, juste pour prouver qu'un couple est bel et bien séparé. Wow! Ah, ça, c'est intense. C'est d'une violence symbolique inouïe. On infantilise les adultes. Le droit à la dignité se transforme en charité sous haute surveillance. C'est ça la dépossession citoyenne dont parlent les rapports. L'État rend le processus tellement humiliant que l'abandon devient la seule issue pour protéger cette dignité. L'exemple des brosses à dents est percutant, je vous l'accorde sans réserve, ça frôle l'atteinte à la vie privée. Mais mettons-nous à la place du citoyen un instant. S'il y a un abus de pouvoir du CPS, l'État de droit garantit l'accès à la justice pour contester, non? En théorie, peut-être. Mais l'enquête de l'Université libre de Bruxelles, l'ULB, sur la justice prodéo, donc l'aide juridique gratuite, dresse un constat d'effondrement total. Un effondrement à ce point-là? Complètement. Quand une personne sombre dans la précarité, c'est jamais un seul problème. Une perte d'emploi amène des retards de loyer, ça mène à des coupures d'électricité, puis souvent un divorce. Ouais, le classique effet domino. Exact. Et comment le système de justice réagit? Il fragmente le problème. On vous donne un avocat pour le tribunal du travail, un autre pour la justice de paix pour votre logement, puis un troisième pour la famille. Et devinez quoi? Ces avocats se parlent pas. D'accord, l'épuisement procédural est réel, ça demande une énergie folle. C'est bien pire que de l'épuisement, c'est de la terreur. Le rapport explique très bien pourquoi les usagers contestent pas les décisions abusives. C'est par peur viscérale des représailles institutionnelles. Si je poursuis l'État, j'attire l'attention sur mon dossier. L'administration va peut-être trouver une petite erreur passée et me demander de rembourser des milliers d'euros. Les gens se taisent pour pas réveiller la bête. C'est un tableau super sombre. La charge mentale est indéniable. Mais si on veut comprendre le mécanique sans prêter des intentions machiavéliques à l'État, faut utiliser la bonne métaphore. Pensez à l'urgence d'un grand hôpital à Montréal ou à Bruxelles un vendredi soir. D'accord, je vous écoute. Les services sociaux aujourd'hui, ça ressemble à une urgence sévèrement surchargée. Quand une infirmière au triage vous dit de patienter 15 heures dans la salle d'attente, c'est pas par cruauté. C'est pas une stratégie délibérée pour exclure les malades. C'est la seule méthode de survie d'une institution qui croule sous la demande. Sauf que le citoyen, lui, il saigne dans la salle d'attente. Mais le système essaie de s'ajuster. On voit d'ailleurs monter les recours collectifs menés par des syndicats devant le Conseil de l'Europe. C'est la preuve que la soupape de sécurité du droit fonctionne encore à un certain niveau. La justice supranationale prend des années, voyons, et elle demande l'expertise de grandes ONG. Pendant ce temps-là, le citoyen lambda continue de frapper le mur du triage dont vous parlez. Votre infirmière est peut-être épuisée, mais c'est le directeur de l'hôpital qui a sciemment choisi de couper le budget de l'urgence. C'est un bon point. Et c'est justement parce que l'État, le fameux directeur, a conscience de ce goulot d'étranglement qu'il se tourne vers la solution la plus radicale pour enlever l'humain de la friction, l'automatisation numérique. Ah, on y arrive. La solution technologique. Mais oui, c'est là que l'ingénierie administrative montre son intention d'inclure. Prenons le Grouille Paquette en Flandre, qui a remplacé les allocations familiales. Le gouvernement a mis 86 développeurs pendant 18 mois pour construire une architecture de données gigantesque. Et pour le citoyen, ça change quoi au juste? Concrètement, la machine croise en temps réel vos revenus fiscaux avec l'inscription de vos enfants à l'école. L'algorithme accorde les suppléments sociaux par défaut. La famille pauvre n'a plus aucun formulaire à remplir. Le chèque arrive tout seul. Le non-recours s'est complètement effondré pour ses primes. C'est un cas bien précis. Il y a aussi le statut BIM pour les soins de santé. En croisant proactivement les données, l'État a réduit le non-recours de 20 %. L'automatisation renverse la charge de la preuve. C'est plus aux citoyens de quémander, c'est à la machine de détecter. Je regrette, mais je n'achète pas cet argument. C'est de la poudre aux yeux. Cette vision techno-solutionniste masque un nouveau danger. Reprenons votre métaphore de l'hôpital. Allez-y. L'algorithme, c'est comme mettre un robot à l'entrée de l'urgence, pour le triage. Oui, la file avance plus vite pour les cas standards, mais le robot est incapable de voir que le patient assis dans le coin fait une hémorragie interne silencieuse.
L'automatisation aujourd'hui, c'est souvent juste une modernisation de l'exclusion. Mais c'est sévère comme critique. Comment vous pouvez dire ça face à une baisse prouvée de 20 du non-recours en santé? La machine trouve les gens. Elle trouve les gens qui rentrent dans ces cases parfaitement carrées. Olivier de Schutter a appelé ce phénomène le pauvretisme. Pour financer ces algorithmes, l'État ferme brutalement les guichets physiques. On renvoie tout le monde vers le web, ce qui exclut de facto les 40 de la population vulnérable numérique. Sauf que pour un octroi automatique comme le gros et paquet, t'as pas besoin de naviguer sur le web. Le code opère en arrière-plan. Si et seulement si votre vie est parfaitement stable. Ces bases de données se nourrissent d'informations d'il y a 2 ans. Si votre vie explose aujourd'hui, vous perdez votre emploi, vous devenez sans abri, la commune radie votre adresse, la cellule adresse devient vide dans le système. Et un algorithme, c'est pas traiter une cellule vide. Exactement. Vous disparaissez de l'existence informatique de l'État. Et comme le guichetier humain a été mis à pied, vous tombez dans un trou noir institutionnel. Je vous accorde ce point. Les profils dits chaotiques sont les grands perdants de la standardisation numérique. Mais pour la vaste majorité, la classe moyenne inférieure, par exemple, c'est quand même un progrès indéniable, non? Ça dépend du prix à payer. Parce que l'algorithme qui donne, c'est le même qui surveille et punit. Rappelez-vous du système Siri aux Pays-Bas. La justice l'a interdit en 2020 parce qu'il présumait mathématiquement la fraude chez les plus vulnérables. Sans humain pour contextualiser, l'exclusion devient juste plus propre et silencieuse. C'est une critique redoutable. Le danger de la surveillance algorithmique est réel, mais pour synthétiser un peu, je maintiens que l'ampleur du non-recours est une défaillance systémique, oui, mais que la complexité exige du ciblage. L'ingénierie administrative tente laborieusement de combler le fossé. C'est pas une stratégie malveillante pour appauvrir la population. Et moi, je dirais que l'intention importe peu quand le résultat est le même. Tant que l'État opère sous un paradigme de suspicion, le non-recours restera un outil de dépossession. Qu'on fouille vos brosses à dents ou vos données numériques, on brise la confiance. C'est pour ça que des chercheurs proposent le revenu de base universel inconditionnel. Annulez la conditionnalité et vous tuez le non-recours à la racine. C'est fascinant. S'il y a un constant sur lequel on converge, c'est la conclusion de l'ISAD-F 2025, la pauvreté institutionnelle affaiblit notre démocratie. Les régions où le non-recours explose sont celles où l'abstention électorale crève les plafonds. Le désespoir matériel devient un retrait civique. Exact. Quand l'État vous invisibilise, vous vous invisibilisez vous-même des urnes. C'est le prix de la rupture du contrat social. C'est une réflexion fondamentale. Pour terminer, on laisse nos auditeurs juger par eux-mêmes. L'avenir passe-t-il par des algorithmes plus performants au triage de notre hôpital social ou faut-il réhumaniser la prise en charge, quitte à en assumer le coût colossal? C'est là-dessus qu'on vous laisse. Merci d'avoir été des nôtres. En Belgique, l'État a informatisé de fond en comble son système d'aide sociale, mais ça dans un but bien précis. Oui, pour distribuer l'argent public plus efficacement. On connaît la chanson. Exactement, de manière soi-disant infaillible. Mais le résultat de cette prouesse technologique, écoutez bien ça, c'est que près de 88 % des citoyens les plus vulnérables n'ont pas reçu leur allocation de chauffage l'hiver dernier. C'est complètement aberrant. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment la machine administrative parfaite a-t-elle pu se transformer en une redoutable machine à exclusion? C'est toute la tragédie de l'optimisation. Je veux dire, pensez à un filtre à café ultra performant. Le gouvernement a conçu ce filtre algorithmique pour retenir la fraude, pour éliminer les erreurs humaines. Mais la maille est devenue si fine, tellement resserrée qu'elle empêche même l'eau de passer. L'aide sociale s'évapore littéralement avant d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Bienvenue au cœur de nos échanges, c'est le débat. Nous sommes le 20 avril 2026 et l'architecture politico-institutionnelle belge fait face à une crise de légitimité sans précédent. Tout à fait. Pour nos auditeurs internationaux, rappelons brièvement de quoi il s'agit. Des rapports récents montrent qu'environ la moitié des bénéficiaires potentiels ne touchent pas le revenu d'intégration sociale, le fameux RIS, qui est un peu l'équivalent de l'aide sociale de dernier recours ici au Canada, ni la garantie de revenu aux personnes âgées, la GRAPA. Des chiffres qui donnent le vertige. Exact. Et la question centrale qu'on doit se poser aujourd'hui est fondamentale. Est-ce que ce non-recours endémique est simplement une friction administrative temporaire, un bug dans la matrice d'un État en pleine modernisation? Moi, je soutiens que c'est une transition douloureuse mais nécessaire.
Ou, au contraire, doit-on y voir une forme de violence institutionnelle consciemment orchestrée pour rationner l'État social? Ce qui est votre position? Absolument. Pour moi, il ne s'agit pas du tout d'un bug. C'est une fonctionnalité du système. Ce qu'on observe en ce moment, c'est une dématérialisation à marche forcée. Mais dans quel but? Bien, en fermant les guichets physiques et en imposant une conditionnalité féroce de l'aide via des plateformes numériques, on crée ce que j'appellerais une sous-protection sociale active. Ce n'est pas un accident, c'est un processus systémique qui dépossède les citoyens précaires de leurs droits vitaux. Je comprends votre point de vue, mais si on regarde les immenses contraintes actuelles, l'État n'essaie pas d'exclure par pure méchanceté. Il essaie littéralement de survivre. Survivre sur le dos des pauvres, messieurs. Laissez-moi terminer. L'administration belge, c'est un colosse alourdi par 6 réformes de l'État successives. C'est un millefeuille institutionnel d'une complexité inouïe. Face à un trou budgétaire massif, on parle de 18 milliards d'euros que la coalition Arizona doit combler, l'automatisation algorithmique, n'est-ce pas simplement le seul levier mathématique qui nous reste? Ce récit de sauvetage par la technologie, il est très séduisant sur papier. Mais les données empiriques montrent une toute autre réalité. Ah oui? Oui, regardons la mécanique interne. Il y a des modèles de micro-simulation très poussés, comme Take ou Belmode, qui ont analysé la situation de près. Et que font ces modèles? Simule les attributions, j'imagine. Exactement. Ils ne se contentent pas de sondages, ils croisent les bases de données fiscales, les revenus déclarés, les situations familiales réelles pour simuler qui a droit à quoi par rapport à qui reçoit vraiment l'argent à la fin du mois. Et c'est là que les chiffres tombent. C'est ça. Et ils sont accablants. On parle d'entre 43 et 46 % de non-recours pour le risque. Ce non-recours-là, il traduit une ineffectivité des droits voulus par le système. L'État présume que face à un écran, il y a un citoyen parfaitement rationnel, toujours connecté. La réalité sociologique, c'est que 40 % de la population belge se trouve en situation de vulnérabilité numérique. Attendez. La vulnérabilité numérique est un défi, c'est indéniable. Mais la loi Only Once, adoptée en 2016, partait justement d'une intention brillante. Intention, oui, le mot est lâche. Le principe, écoutez, c'est d'interdire à l'administration de redemander aux citoyens une information qu'elle possède déjà dans un autre ministère. On a inversé la charge de la preuve. Ce n'est plus à la mère célibataire de prouver sa pauvreté en remplissant 20 formulaires. C'est à l'État de croiser ces données pour lui allouer le droit automatiquement. C'est une avancée sociale majeure. Sur le papier, c'est magnifique, mais dans la pratique, c'est là que le bas blesse. Prenons la doctrine du digital by default, le tout numérique. En parallèle de cette belle automatisation, qu'est-ce qu'on fait? On ferme massivement les guichets physiques. Par souci de rationalisation. On crée une barrière capacitaire impitoyable. Vous dites que l'État s'occupe de tout, mais 29 % des ménages à faible revenu n'ont même pas de connexion Internet à domicile. Comment est-ce qu'ils valident ces fameux droits automatiques quand le portail exige une double authentification via un téléphone intelligent qu'ils ne possèdent pas? Je ferai le parallèle avec l'informatisation des banques dans les années 90. À l'époque, on disait « Ah, les personnes âgées ne sauront jamais utiliser un guichet automatique, c'est inhumain. » C'est pas la même chose du tout. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Prenons le groupe Akit, le système d'allocation familiale en Flandre. 86 développeurs ont travaillé pour créer une architecture qui aspire et croise les données fiscales et cadastrales en temps réel. Résultat, les suppléments sociaux sont versés automatiquement. On a détruit la bureaucratie inutile. L'algorithme a réussi là où des décennies de travailleurs sociaux ont échoué. Je l'aborde sous un angle différent. Le GRUI Paquette, c'est l'arbre technologique qui cache la forêt de l'exclusion. Oui, si vous avez une vie administrative linéaire, un emploi stable, une adresse fixe, l'algorithme fonctionne à merveille. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les laissés pour compte? Qu'est-ce qu'on fait quand la vie est chaotique? Vous voulez dire les parcours atypiques? Plus qu'atypique, invisibilisé. Prenez l'exemple d'une personne sans abri. Si elle est expulsée de son logement, la commune finit par la radier des registres officiels. Oui, c'est la procédure. Mais pour l'ordinateur central, cette personne ne tombe pas dans la précarité. Elle cesse littéralement d'exister. L'algorithme voit une valeur nulle. Cette personne disparaît des bases de données de la fameuse loi Only Once. Elle perd automatiquement l'accès à ses soins de santé. Elle tombe dans un trou noir institutionnel. C'est effectivement la limite cruelle du croisement de données. Il faut exister numériquement pour être aidé matériellement.
Mais n'oublions pas ce que cette technologie remplace. Des humains. Elle remplace un fardeau de la preuve qui écrasait les demandeurs. Avant, c'était le parcours du combattant, aller à la commune, puis un autre ministère pour l'énergie, fournir des fiches de paie imprimées, raconter son histoire humiliante à 5 fonctionnaires différents. Le système de guichet unique allège drastiquement cette charge mentale, non? Absolument pas. Il remplace une charge administrative par une charge mentale bien plus pernicieuse, la paranoïa de la surveillance algorithmique. C'est exactement ce que le rapporteur spécial de l'ONU, Olivier De Schutter, appelle le pauvrétisme. Le pauvrétisme. C'est-à-dire comment ça se matérialise pour l'usager au quotidien. L'algorithme, ce n'est pas une entité neutre et bienveillante. Il est programmé pour optimiser les budgets, donc pour traquer la fraude. Il va systématiquement cibler et surcontrôler les populations pauvres. Prenons le statut de cohabitant en Belgique. Oui, alors précisons pour nos auditeurs, si vous êtes sur l'aide sociale, mais que vous partagez un logement avec quelqu'un, l'État considère que vous partagez les frais, donc il ampute drastiquement votre allocation. C'est une règle très controversée. Très controversée et historiquement pénalisante. Mais aujourd'hui, la machine scrute vos données en permanence. On a l'exemple du système néerlandais Siri, qui a inspiré beaucoup de décideurs européens. Ah oui, le fameux scandale aux Pays-Bas. Exact. Siri ne regardait pas seulement vos impôts. Il croisait les factures d'eau et d'électricité. S'il voyait qu'une seule personne était déclarée, mais que la consommation d'eau correspondait à 2 personnes, boum, alerte rouge pour fraude sociale. Ce système a été condamné par la justice. Mais en Belgique, l'usager vit aujourd'hui avec cette épée de Damoclès. Au moindre pic de consommation énergétique, la machine peut couper les vivres de façon automatisée. C'est terrifiant. Je comprends pourquoi vous pensez cela. L'image de la surveillance est effrayante. Mais laissez-moi vous donner une autre perspective. Regardons dans le rétroviseur. Comment est-ce qu'on vérifiait ce fameux statut de cohabitant avant les algorithmes? Par des visites? Par de l'arbitraire humain pur et simple. Des inspecteurs des CPA, les centres locaux d'aide sociale, débarquaient chez les gens sans prévenir. Ils ouvraient les placards, ils fouillaient le linge étendu et ils allaient jusqu'à compter les brosses à dents dans la salle de bain pour déduire s'il y avait un conjoint caché. Je ne défends pas ces pratiques. Mais c'est d'une violence psychologique inouïe. La machine, elle, ne juge pas vos brosses à dents. Elle lit une donnée. Elle garantit l'application stricte et uniforme de la loi, sans favoritisme ni acharnement local. Mais la machine encode le jugement moral directement dans ses lignes de code. Accepter qu'un algorithme puisse couper vos vivres sur la base d'une déduction statistique de votre consommation d'eau, c'est le paroxysme du contrôle. Et ça s'inscrit dans une mutation très dure du contrat social. Le gouvernement, la coalition Arizona, a décidé de limiter les allocations de chômage à 24 ans pour 2026. Oui, l'idée est de stimuler le retour à l'emploi, l'activation socio-économique. C'est ce qu'ils disent. Mais mécaniquement, des milliers de personnes vont basculer d'un coup vers le CPS, vers l'aide sociale de dernier recours. Or, le CPS aujourd'hui, c'est devenu un examen permanent. On exige des preuves compulsives de recherche d'emploi. C'est pour ça qu'on plaide pour un retour à l'aller vers, le fameux outreach, des modèles comme les territoires zéro non-recours. C'est-à-dire remettre des humains sur le terrain. Précisément, ramener des médiateurs physiques capables de comprendre pourquoi une personne n'arrive pas à se connecter avec une carte d'identité périmée et de rétablir la confiance. Sans ce contact humain, la technologie verrouille la porte de l'extérieur. Écoutez, je comprends totalement l'attrait philosophique d'un accompagnement sur mesure, mais il faut se frotter au principe de réalité. Nous ne sommes plus dans les 30 glorieuses. L'État belge est sur le joug d'une procédure européenne pour déficit excessif. Donc, on coupe dans le filet social. Engager une armada de médiateurs pour aller chercher chaque citoyen déconnecté, c'est budgétairement impossible. La politique de la carotte et du bâton n'est pas un sadisme institutionnel, c'est un impératif de viabilité. Si on ne rationalise pas par la technologie, c'est l'État-providence entier qui fait faillite. Donc, pour sauver l'État-providence, on accepte de sacrifier ceux qui en ont le plus besoin. Le Conseil supérieur national des personnes handicapées l'a souligné avec une clarté glaçante. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont constaté que l'administration supprimait ses communications en langage FALC, facile à lire et à comprendre, pour des raisons budgétaires. C'est un tri social assumé. On économise quelques milliers d'euros de traduction et en échange, on s'assure qu'une partie des citoyens avec une déficience cognitive ne pourront jamais remplir le formulaire. C'est très pratique pour faire baisser les statistiques. Vous décrivez un système machiavélique.
Mais n'oublions pas que nous vivons dans un état de droit robuste. Si un citoyen voit ses droits bafoués par un algorithme, la voie juridique existe. Les bureaux d'aide juridique, les avocats prodéo, ça garantit un accès gratuit à la justice. C'est ça le filet de sécurité ultime. Je suis désolée, mais je n'y crois pas une seconde. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Allez-y. La littérature sociologique a disséqué ce système d'aide juridique qu'on appelle le système judicaire. Et ça montre que ça ne fonctionne absolument pas pour les publics vulnérables. Pourquoi l'avocat est gratuit? Parce que la pauvreté ne se présente jamais sous la forme d'un problème juridique unique et bien étiqueté. Un citoyen vulnérable vit des problèmes en cascade. Il passe son allocation automatisée. Sans cet argent, il ne paie pas son loyer. Le propriétaire veut l'expulser. Ouais, c'est un effet domino. Exactement. Et face à ce chaos, notre formidable État de droit va lui désigner un avocat différent pour chaque affaire. Un pour le tribunal du travail contre le CPA, un autre pour la justice de paix concernant l'expulsion et un autre pour le tribunal de la famille. C'est un épuisement procédural garanti. Bon, gérer 3 procédures quand on a faim, c'est étourdissant, je vous l'accorde. Sans compter la part viscérale des représailles. Les usagers se disent, si j'attaque l'institution, l'algorithme va m'avoir dans le collimateur. C'est pour ça que la société civile se tourne vers des recours supranationaux. Des plaintes devant le Comité européen des droits sociaux contre la Flandre sur le logement ou contre la norme salariale de 1996. Et c'est intéressant que vous abordiez cette fuite vers l'Europe, car du point de vue d'un décideur politique, ça pose une question démocratique très épineuse. Ah, la démocratie maintenant. Oui, on assiste à une judiciarisation de l'opposition. Quand des associations n'arrivent pas à convaincre l'électorat belge dans les urnes, ils utilisent des instances européennes composées d'experts non élus pour faire plier un gouvernement souverain. Les citoyens belges ont élu la coalition Arizona sur la base d'un programme très clair d'assainissement des finances. Mais la démocratie, ce n'est pas juste la dictature de la majorité financière tous les 5 ans. Bien sûr, mais quand un gouvernement tente de réformer et qu'il se fait harceler par des groupes militants subventionnés par ce même État, ça paralyse l'action publique. C'est ce qui motive des tentatives législatives comme la très controversée loi Quintin pour encadrer le financement de ces ONG. La loi Quintin, c'est le chiffon rouge de l'autoritarisme. Donner le pouvoir à l'exécutif de geler les financements d'une association sous le prétexte flou d'une menace à l'ordre démocratique sans juge, c'est de l'intimidation pure. Et vous parlez du vote des citoyens. Quand l'État s'évapore derrière des écrans, les plus pauvres subissent une telle dépossession qu'ils se retirent de la sphère civique qu'ils ne votent même plus. C'est l'essence même de la violence institutionnelle. Nos analyses partent des mêmes données pour aboutir à des conclusions radicalement opposées. Si j'essaie de synthétiser ma perspective, je regarde l'administration d'hier, lente, arbitraire. Je maintiens que la modernisation technologique reste notre seule voie empiriquement viable. Oui, ça crée des frictions douloureuses à court terme, mais c'est inévitable pour pérenniser l'État social face au mur de la dette. Et pour moi, cette rationalisation est un miroir aux alouettes. Tant que l'État pensera à sa relation aux citoyens sous le prisme de la suspicion et de l'efficience comptable, le numérique agira comme un broyard. On ne peut pas remplacer le contrat social par une série de lignes de code. Sans présomption de confiance ni présence humaine, le non-recours continuera d'opérer silencieusement. S'il y a bien une chose sur laquelle nos visions convergent aujourd'hui, c'est l'impact dévastateur de ces frictions sur la confiance publique. On le voit avec l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux, l'ISADEF 2025. La confiance s'est effondrée. C'est la conséquence logique. Quand la seule réponse de l'État à votre détresse, c'est « Erreur 404, dossier incomplet », vous ne croyez plus au système. La technologie promettait de nous libérer de la bureaucratie, mais elle semble avoir bâti un nouveau mur de verre. Est-ce que l'efficacité algorithmique doit primer ou avons-nous urgemment besoin de réintroduire des humains dans la boucle? C'est une question qui dépasse la simple ingénierie politique. Nous invitons nos auditeurs à examiner le matériel source de plus près pour saisir toute la complexité du tissu social et à forger leur propre opinion. À très bientôt pour un nouvel échange.